Nous avons cet après-midi un vaste programme. Nous allons commencer l'après-midi par les enjeux, les défis de la poursuite des apprentissages à l'âge adulte. Cette question a été portée déjà hier. De nombreux points ont été soulevés. On va y trouver un certain nombre de réponses, je pense, avec votre première intervention. Nous aurons la première intervention de l'équipe de John Bost, l'équipe au complet, équipe médicale, je reviendrai dessus. Nous aurons après une table ronde qui nous parlera peut-être un petit peu plus des aspects concrets, avec différents intervenants qui sont sur le terrain auprès de nos usagers, des personnes handicapées adultes, bien sûr. Et nous explorerons dans l'après-midi deux sujets tout à fait passionnants, l'éducation thérapeutique, mais pas n'importe quelle éducation thérapeutique, celle qui est appliquée aux personnes polyhandicapées, celle que l'on peut tous utiliser. Et enfin, un sujet passionnant, la vie sexuelle, un apprentissage. Je fais un clin d'œil à Marie-Christine Tesnas, qui va porter ce sujet pour clore la journée. Alors, on va déjà... je n'ai pas parlé de cette équipe et de l'alliance, en fait, entre médecins, en l'occurrence, la Force, John Bost. Vous êtes sur la Dordogne, sur la région bordelaise, alliance avec les familles, c'est la 4e personne. Et nous allons avoir cet après-midi, comme on l'a déjà démarré ce matin, un tour de France. Vous avez vu que les compétences, les expertises, on les trouve chez les personnes polyhandicapées, chez les familles, chez les professionnels, mais aussi dans toutes nos régions de France et même dans les pays voisins. Donc il faut mutualiser complètement toutes ces expertises. Pour les enjeux, les défis de la poursuite des apprentissages à l'âge adulte, on va d'abord entendre le docteur Catherine Réa, qui a été, on peut dire, directrice médicale et pas directeur de John Bost, qui va nous peut-être faire un petit tour de l'histoire très rapide et qui sera suivi par le docteur Sandrine Tines, qui est le médecin référent de la CME, certes présidente de la CME, mais aussi référent polyhandicap dans une masse qui s'est ouverte il y a 2 ans maintenant, 3 ans, à Talence. On ne voit pas le temps passer. Le docteur Chanceau, qui vient, je tiens à le souligner, qui est un urgentiste, qui a travaillé dans les services d'urgence de la région du sud-ouest, on va dire. Et je trouve remarquable ce parcours. Nous apportera quelques éléments novateurs sur la façon d'accompagner, de gérer les problématiques actuellement, on va dire, de recrutement, pour faire très court. Et enfin, monsieur Fabrice Carré, qui est un parent, viendra montrer l'alliance une nouvelle fois, comme on a pu le voir dans ces moments. J'arrête de parler, je vous laisse le micro. Merci. Donc, on va relever le défi après les interventions de ce matin. Donc, je vais profiter d'être, comme on dit, honoraire maintenant, parce que je suis à la retraite, pour vous faire un petit retour d'expérience lors d'une ouverture d'établissement de la Fondation, parce qu'on a entendu hier que c'est un vrai stress, le passage enfant-adulte sur qui va s'en occuper, quelle structure va accepter, et puis qu'est-ce qui va se passer en termes d'apprentissage. Eh ben, c'est pas que le stress des parents, ça a été aussi pour moi un moteur fort pour essayer
de trouver des solutions pour limiter ces ruptures. C'est ce que je vais vous présenter très succinctement dans les principes, mais je laisserai les équipes qui sont aujourd'hui sur le terrain vous donner un peu plus d'informations. Donc l'ouverture, le défi, c'était une ouverture à Talence dans la région bordelaise, d'un établissement de 100 lits, géographiquement... donc pas très loin de la Force, le siège de la Fondation avec les établissements historiques, donc pas très loin quand même d'une expertise ancienne. Mais 100 lits, avec 3 parcours, un parcours polyhandicap, 10 lits de sanitaire, 20 lits de maisons d'accueil spécialisées. Quand je dis sanitaire, prise en charge hospitalière, mais une particularité, c'est de la psychiatrie. Alors en fait, on ne fait pas de psychiatrie. 40 lits pour le parcours autiste, 20 sanitaires, 20 masses, et puis pour les maladies psychiatriques chroniques, comorbidités, etc., handicap psychique sévère, 10 lits de sanitaires et 20 lits de masse. Ça, c'est les murs et les organisations, mais ouverture dit recrutement. Et donc le défi, et nous étions en 2022, le défi c'était de recruter 130 professionnels, 130 professionnels, les recruter, les former, leur apprendre à faire équipe. Et ces professionnels, pour certains, n'avaient jamais travaillé, d'autres ne venaient pas d'horizon du handicap. Donc vous imaginez ce que ça peut être comme inquiétude derrière en se disant « Ok, on va avoir des noms à mettre dans des cases de planning, mais comment vont-ils s'occuper des personnes et comment vont-ils prendre en compte tout ce qu'on doit prendre en compte pour ces personnes? Comment on va les former ?» Alors, les personnes accueillies à la rencontre venaient de différents horizons. C'était des jeunes, enfin, ce sont des jeunes qui soit ont été dans des établissements dont l'origine, certes, c'est IME, IEM, etc. Il y avait des jeunes qui étaient majoritairement accompagnés à domicile, d'autres quelques petits transferts d'établissements de la Fondation, et puis des transferts de l'hôpital psychiatrique. Vous voyez, le polyhandicap en psychiatrie, ça existait encore, ça doit exister encore. Au niveau des apprentissages, c'était très hétérogène. Certains avaient bénéficié de certains accompagnements, il y avait déjà des choses de mise en place, d'autres, c'était rien du tout. Et puis, on verra tout à l'heure, il y a aussi des apprentissages qui avaient été mis en place, mais qui, au décours d'un épisode aigu, peuvent avoir complètement disparu. Les pathologies somatiques ou les anomalies génétiques, je ne vais pas m'étendre dessus, c'était très hétérogène. Alors, nous avions des objectifs avec un chapitre que j'aime bien, qui a été un moteur pour moi quand je suis arrivée à la Fondation, c'était d'essayer de mettre en place des organisations ou des formations qui facilitent la mise à niveau de l'équilibre entre qualité de vie des professionnels au travail et la qualité de vie des personnes. C'était mon petit défi perso. S'agissant des personnes à accueillir, évidemment, nos objectifs, c'était d'identifier les conditions ad hoc pour que chaque personne puisse poursuivre les apprentissages pour favoriser l'autonomie. Donc, c'était des adultes. Éviter une marche arrière en termes d'acquisition lors des changements de structure. C'était mon inquiétude, mais je pense que c'est aussi l'inquiétude des parents. Limiter les situations d'inconfort et de stress. L'inconfort, il n'y a pas d'apprentissage. Le stress, des troubles du comportement. Et derrière, il y a les professionnels qui sont en difficulté. Et puis, identifier, ce qui est le plus dur, on en a parlé hier, c'est les rituels sécurisants. Et je vous dirais, ce que j'avais rêvé, après, il y a la réalité. S'agissant des parents, et on en reparlera plus longuement, c'était comment on fait alliance. Comment on arrive à récupérer toutes les informations qu'ils ont, qui vivent, moi je disais le petit vélo qu'ils ont dans la tête, là, les trucs qui ne s'écrivent pas, mais qui font de façon systématique. S'agissant des professionnels, c'était les accompagner évidemment dans la compréhension. Alors, je vais parler que du polyhandicap, mais vous avez compris, il y avait 3 niveaux. L'importance des évaluations fonctionnelles, je pense que j'en ai bassiné un peu avec les évaluations fonctionnelles, d'avoir la vision positive des personnes, de penser modèle écologique, donc la globalité, le faire équipe. Si on ne fait pas équipe autour de personnes en situation de handicap et notamment du polyhandicap, c'est compliqué pour la personne. On ne va pas toujours faire pareil, on ne va pas comprendre. Et le faire équipe, c'était aussi de le faire avec les parents, mais en respectant le rôle de chacun. Valoriser les observations fines des professionnels, ils sont très forts. Par contre, ça partage moins et ça trace moins.
leur laisser un espace de créativité. C'est important la créativité, on en a déjà parlé hier, mais une créativité concertée. L'électron libre n'a pas trop place dans l'accompagnement de personnes polyhandicapées. Et puis les aider à s'approprier la notion de petits pas. On a envie que ça aille vite tout le temps, et en fait non, il faut accepter ces petits pas. Bon, en un mot, c'est très bateau, mais c'était mes défis, nos objectifs, c'était de changer le regard porté sur la personne polyhandicapée et puis d'être sur les compétences des personnes avant tout. Alors, on avait des questions. Comment on va connaître rapidement? Donc, on recrute 130, 140 professionnels, mais on accueille 100 personnes nouvelles. Quand on accueille une personne toute seule nouvelle, bon, c'est un défi, mais quand il faut en accueillir, et puis on avait la pression des financeurs, notamment de l'ARS, pour dire vous ouvrez, vous remplissez. Il y a des attentes, et on avait la pression, et on le comprend, des parents qui attendaient beaucoup. Mais comment connaître rapidement la personne, ses habitudes, ses outils de communication quand elle en a? Comment interpréter tous les petits signes que l'on a vus hier qui sont primordiaux? Comment former tous les professionnels aux méthodes et aux outils utilisés? Avec le recul, il ne faut pas se précipiter sur former. Il faut se précipiter pour observer, tracer, et après on voit ce qu'on fait comme formation. C'est mon point de vue. Comment partager rapidement avec les familles toutes les petites choses, tous les petits rituels, tout ce qui n'est pas marqué. Donc il faut avoir du temps à échanger avec elles. Et puis comment fonctionner avec des équipes qui allaient être incomplètes, qui ne se connaissaient pas, et avec des compétences manquantes. Alors, je vais aller vite sur les grands principes. Il y avait des grands principes déjà travaillés par l'ensemble des équipes à la Fondation. C'était, premièrement, disposer d'un outil d'observation partagé entre les différentes équipes. Donc, dans ce cas de figure, les équipes de John Bott, les équipes des structures enfants ou de l'hôpital et les familles. Développer des évaluations fonctionnelles. On en a beaucoup parlé ces jours-ci, enfin hier et aujourd'hui. Ça n'est pas l'affaire que de compétences spécifiques. Les évaluations fonctionnelles, c'est le regard de tous. Rencontrer les binômes en professionnel, je laisserai le docteur Tinès en parler, pour capter les petites choses. Quand on va sur place et qu'on voit, on capte mieux que de lire des papiers. D'ailleurs, qui lit les dossiers quand les gens arrivent? Pas grand monde. Et puis partager en équipe, parce que ce n'est pas tout de voir, il faut partager en équipe. Donc maintenant, le concret. Alors, je vais prendre le relais effectivement du docteur Réa. Donc moi, je suis le médecin qui était au début, à la genèse de cet établissement avec elle. Et donc, j'ai vécu toute cette ouverture. Ce qui me semble très important par rapport à cette ouverture, c'est comment accueillir la personne, en sachant que forcément, les personnes qui arrivaient étaient dans une transition, pour certaines, juste de changement d'établissement, mais déjà, c'est énorme. Et pour d'autres, de changement d'établissement enfant, adulte, ce qui est encore là pour moi une double transition, une perte de repères, avec des nouveaux professionnels, comme l'a dit le docteur Réa, qui n'étaient pas forcément très experts dans le polyhandicap. Donc comment sécuriser cette survulnérabilité qui allait se produire avec cette ouverture d'établissement et l'accueil de ces personnes. Donc effectivement, il fallait mettre des stratégies en place. Et donc le docteur Réa vous a parlé des divers horizons dont venaient les premières personnes que nous avons accueillies. Et donc il y a eu d'abord ceux qui venaient des établissements de la Fondation John Bost et également de l'hôpital psychiatrique de secteur. Pour ces personnes-là, en amont de leur arrivée dans l'établissement, ils avaient été un petit peu fléchés avant l'ouverture et donc leur avait été communiqué un outil dont nous disposions à la Fondation John Bost qui s'appelle l'outil baromètre, qui est un outil extrêmement complet qui aborde toutes les thématiques, enfin un très très grand nombre de thématiques. Donc elles sont réparties de façon classique, besoins primaires, santé, vie sociale et projets de vie, mais avec tout un tas de sous-thématiques comme vous le voyez, communication, alimentation, activité de la vie quotidienne, sommeil, gestion des symptômes, enfin voilà, donc beaucoup d'items. Cet outil était intéressant à donner justement bien en amont des admissions parce que il représente en fait 16 pages. Il est très très précis et il a permis d'être une espèce de bible de référence. Quand ces personnes sont arrivées dans l'établissement, on avait déjà
finalement cette possibilité de se référer dès qu'on avait une question à cet outil, et c'était vraiment très très aidant. Je montre juste un exemple donc d'une petite catégorie qui a été remplie par une maman. Donc vous voyez là, c'est la mobilité qui est explorée, mobilité globale et motricité fine. Et en fait, c'était c'était quelque chose qui nous permettait de décrypter tout le mode de fonctionnement de la personne que nous ne connaissions pas à ce moment-là. Donc ça nous a été très utile pour maintenir les compétences acquises. En fait, nous avions besoin d'outils vraiment très clairs. La deuxième partie, en fait, des personnes que nous avons accueillies provenaient donc d'établissements pour jeunes enfants, pour enfants. Et donc là, nous avons fait nous-mêmes, nous avons réalisé nous-mêmes les premières rencontres. Donc ces rencontres se passaient de la façon suivante. Un binôme soignant-éducateur se rendait selon le lieu de vie de la personne, rencontrait l'équipe multidisciplinaire du lieu de vie, y compris et la famille. Voilà, donc cette rencontre, bien souvent, c'est moi qui l'ai faite avec l'adjoint de direction de l'époque. Ça nous permettait vraiment de faire le point sur le projet de vie de la personne, de regarder si la personne était prête à changer d'établissement, si la famille était prête à ce que son proche change d'établissement, et de vérifier l'adéquation du projet de la personne avec ce que nous, on pouvait lui offrir concrètement. Dans le même temps, on faisait le recueil des habitudes de vie, de l'ensemble des outils d'accompagnement existants, des évaluations dont on a beaucoup parlé, qu'elles soient motrices, sensorielles, cognitives, ergo, médicales. Et une fois qu'on avait fait toute cette synthèse avec l'équipe donc pluridisciplinaire du lieu de vie et la famille, eh bien nous on rentrait avec toute cette connaissance et on présentait cette synthèse à l'ensemble des équipes de notre établissement. Donc je vous montre juste, lors de cette synthèse-là, c'était plutôt cet outil beaucoup plus simple qu'on utilisait, puisque là c'est en temps réel, c'est une rencontre qui prenait quand même une bonne heure et demie, 2 heures, mais où l'essentiel était dans le dialogue avec les équipes, la famille, et donc il fallait un outil beaucoup plus simple à remplir que le baromètre que je vous ai montré précédemment. Donc là, maintenir les compétences, faire connaissance avec la personne, essayer de comprendre toutes ces spécificités, eh bien, ça nécessitait une deuxième rencontre. La deuxième rencontre, elle se faisait dans le sens inverse. C'était la personne qui venait dans notre établissement, bien évidemment, avec sa famille et aussi des équipes de l'établissement où elle était accueillie jusque-là, pour visiter l'établissement, visiter le collectif, rencontrer les futurs pères avec qui elle allait partager sa nouvelle vie. Et c'était aussi toujours l'occasion de refaire un petit point sur les outils. Donc ça, c'est les 2 premières rencontres qui me semblent vraiment indispensables pour vérifier une bonne adéquation et s'assurer que les gens sont prêts. Dans la suite de ça, on a réalisé des accueils temporaires la plupart du temps, pour permettre aux personnes de passer 2-3 jours dans la structure, puis après un petit peu plus longtemps, et voir là, effectivement, dans le réel, comment ça se passait. Et ça nous permet aussi de faire connaissance en douceur et de bien apprendre à se connaître. Après, il y a le tuilage également, donc ça c'est tout au long de cette période, le tuilage qui se fait aussi bien avec les équipes du précédent établissement qu'avec la famille. Donc le tuilage en général avec les équipes des précédents établissements, il se faisait sur une journée. La personne arrivait dans l'établissement avec son équipe de référence de l'établissement où elle était accueillie. L'équipe passait toute la journée sur nos unités, un repas, un change, enfin des choses comme ça. Et donc là, entre professionnels, il y avait vraiment des échanges de pratiques très concrets qui pouvaient se faire autour de la personne. Donc ça, c'est très intéressant. Et le tuilage avec la famille, je vous en parle, mais là, celui-là, il persiste tout au long de l'accueil chez nous. Bon, je vous avais présenté l'année dernière avec Johan de Roy le Café Papote. Le Café Papote, il continue et dans le quotidien, de toute façon, on essaye d'être tout le temps en relation. Dès qu'on a un doute, on appelle, on envoie un mail, on échange. On essaye vraiment d'être toujours en contact avec les familles. Donc c'est bien, ça c'est le maintien des compétences acquises. C'est très important parce que
ça peut se perdre lors d'un changement d'établissement. Et maintenant, c'est comment on développe de nouvelles compétences en gardant la personne au centre de son projet. Donc pour développer de nouvelles compétences, on l'a dit, donc là je vais dire que des banalités parce que je les ai déjà entendues en étant là juste aujourd'hui, c'est l'importance de l'observation, des regards croisés, en s'appuyant évidemment sur des films, en mettant les parents dans la boucle. Quand nous on observe quelque chose, c'est revenir vers eux. Est-ce que vous aussi vous avez observé ça? Est-ce que vous avez remarqué la même chose que nous, ou différemment, ou dans d'autres circonstances? Les petits pas. Bien évidemment, il faut se fixer des petits objectifs atteignables et répéter, ne jamais lâcher, essayer d'être dans la durée, de s'inscrire dans une durée. Respecter la temporalité de la personne, vous l'avez tous dit à un moment ou à un autre, effectivement. Donc, il faut que la personne puisse être disponible, il faut respecter son temps de latence lorsque on interagit avec elle, et il faut effectivement faire attention à sa disponibilité autant physique qu'attentionnelle, et souvent peut-être se concentrer sur des temps de travail suffisamment courts pour que cette attention reste assez prégnante, quoi. La communication comme son support, donc je sais que Madame Crunel vous en a parlé hier, mais nous on a formé 60 professionnels aux outils chez CEP dans notre établissement, donc c'est énorme, hein, c'est pas juste une ou deux personnes qui se sont saisies du sujet. Nous avons mis en place les outils du quotidien, hein. Je ne sais pas si elle vous en a parlé hier parce que j'étais pas là, mais j'en doute pas. Donc les sets de table, la goutte pour la toilette, le t-shirt pour l'habillage, le coussin pour le rituel de coucher, le rituel au réveil. Et nous sommes en train de mettre en place un petit atelier de communication avec tout un tas d'outils. Donc nous nous sommes vraiment saisis de la communication et nous continuons à progresser sur ce sujet au fur et à mesure. Et voilà, donc rien d'extraordinaire dans ce que je vous dis, c'est juste des bonnes pratiques et c'est quelque chose qu'on a fait de façon tout à fait naturelle, sans mettre en place un programme ou quelque chose. On a juste essayé d'être adapté au public qu'on reçoit. Donc je vais juste vous donner quelques petits exemples des apprentissages à l'âge adulte et vous allez voir qu'on est tout à fait modeste. Donc je voulais vous parler de Valérie, qui a 54 ans, qui est chez nous depuis 3 ans. Et son café. Donc là, c'est vraiment quelque chose de... Voilà, l'ergothérapeute qui passe tous les matins dire bonjour sur l'unité collective et qui voit qu'un professionnel pose le café devant Valérie. Il est en train de distribuer les boissons à tout le monde. Et elle constate que quand Valérie, on lui pose son café devant, elle initie un tout petit geste de la main, s'arrête et ne fait plus rien. Et donc, elle se dit, mais en fait... peut-être que Valérie aimerait boire son café toute seule. À ce jour, Valérie ne boit pas toute seule, ne mange pas toute seule. Et donc, elle a mis en place 2 séances par semaine, le mardi et le jeudi. Elle vient passer un petit quart d'heure avec Valérie depuis plusieurs mois. Et elle l'a accompagnée petit à petit à initier ce geste, à accompagner le geste jusqu'à la... Alors, c'était une tasse au début, mais elle l'a changé pour un verre à encoche nasale. Donc, à accompagner la main jusqu'au verre. Et petit à petit, à lever le verre. Et petit à petit, à verser le café dans la bouche. Donc, je ne vous cache pas, ça a pris 8 mois avant que Valérie amène le verre jusqu'à la bouche. Et actuellement, elle le fait spontanément. Mais elle a encore besoin de stimulation, effectivement, pour finir par bien le pencher pour finir le verre jusqu'au bout. Mais effectivement, ça a été en tout cas quelque chose de très efficace. Et sachez que Valérie ne le fait que pour le café. Elle refuse de le faire pour l'eau. Voilà. Un autre travail par rapport à Valérie que nous avons mis en place, c'est son choix pour l'hygiène. Donc là, on a acheté 2 fleurs de douche rose vif et 2 gants de toilette gris. Et le principe est d'essayer qu'elle puisse exprimer un choix sur si elle préfère une douche ou si elle préfère une toilette au lit. Donc pendant 3 mois, tous les matins, on lui montrait par exemple la fleur de douche rose et on allait la doucher avec cette fleur de douche rose. Et le lendemain, on lui présentait le gant de toilette gris et on lui faisait sa toilette au lit avec le gant de toilette gris. Donc pendant 3 mois, on a fait ça. À côté de son lit, elle a également un petit panneau sur lequel était punaisée la fleur de douche rose, un 2e exemplaire, et un 2e exemplaire du gant de toilette gris, avec une petite photo de sa douche sous la
la fleur de douche et une petite photo de son lit sous le gant de toilette gris. Donc là, le principe, c'est d'essayer de déclencher chez Valérie le cause à effet. Et dans, peut-être maintenant, on est à 2 mois et demi, peut-être dans 1 mois ou 2 mois, de lui proposer les deux et de voir si elle fait ce choix entre la toilette et au lit et la douche. Voilà. Après, l'autre exemple que je voulais vous donner, c'était Cassandre, 35 ans, qui est arrivée d'un établissement pour sourds et muets, alors qu'elle elle est polyhandicapée, mais du coup qui connaissait 2-3 signes, bonjour, merci, non, bonjour, oui, non, et pipi. Et donc, quand on a été formé par Madame Crunel, on a développé le bain de langage, et donc on a décidé petit à petit dans notre copie CAA d'apprendre des signes. Donc on y a été très progressivement. Au début, on en a mis 3-4 en place, puis 3 mois plus tard, 4 autres. Ils sont affichés dans tout l'établissement, donc dans les parcours, également sur le grand hall de notre établissement qui s'appelle la place du village. Et on a également sur l'écran dynamique un ergo qui les fait en temps réel, et donc ça passe régulièrement. On a formé tous les professionnels au fur et à mesure à ces signes, et on les utilise dans le quotidien pour dire bonjour, ça va, vraiment des petits mots. Et ça a permis à Cassandre finalement de ne pas avoir de rupture avec son précédent établissement. Et elle continue du coup à signer les signes qu'elle connaissait. Et certains autres commencent effectivement à se saisir, notamment du oui. L'autre jour, j'étais très étonnée de voir un résident me faire un oui. Donc bon, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place pour Cassandre. Le choix des vêtements. Donc sa maman lui préparait chaque jour une petite, pour chaque jour de la semaine, les vêtements qu'elle devait porter. On a décidé que, comme elle était adulte, elle allait avoir le droit de choisir et de mettre les vêtements du mardi le lundi. Et donc, on lui propose 2 tas de vêtements et maintenant, elle choisit. Alors, elle hésite beaucoup, surtout au début, parce que je pense qu'elle était très étonnée qu'on lui demande de choisir. Et donc, elle regardait l'un, l'autre, elle n'était pas... voilà. Et puis, finalement, elle a compris qu'elle pouvait et qu'elle allait les porter. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'on a mis en place. Et enfin, un dernier exemple, c'est Florian et la radio. Donc, Florian, je l'avais vu dans un établissement enfant. Il était devant l'émission « N'oubliez pas les paroles ». Il semblait passionné. Quand il est arrivé chez nous, très rapidement, on a vu qu'au moment des fêtes, il adorait Johnny Hallyday et Jean-Jacques Goldman. Hein. Il pouvait vraiment se mettre dans des états de transe, mimant une guitare. Donc, au début, on lui a fourni d'ailleurs une guitare qu'il gratte très agréablement. Il a également un livre musical où chaque mélodie représente un membre de sa famille et également certaines mélodies des actes de la vie quotidienne. Donc, bon. Donc, on s'est dit, là, il faut aller encore plus loin et on a mis en place une radio Koto. Là, ce sont des radios adaptées où quand on ouvre le couvercle, ça déclenche la playlist et quand on ferme le couvercle, ça éteint. Et on a rajouté un contacteur pour que Florian, finalement, puisse appuyer, faire défiler les musiques, puisse arrêter et revenir en arrière s'il souhaite réécouter 3 fois Johnny Hallyday. Et voilà, donc ça, c'est du concret. Et peut-être que demain, là pour l'instant c'est en train de se mettre en place pour lui, mais on voit qu'il y répond bien, les contacteurs ça va être pour dire j'ai soif, j'ai faim, j'ai envie d'aller aux toilettes. Voilà, donc c'est des choses très très concrètes. Donc tout à l'heure vous entendrez le témoignage de Monsieur Carré, apprendre à nouveau. Et enfin je finis avec les pièges pour acquérir et maintenir les compétences, c'est se décourager, c'est on a essayé, d'accord, combien de fois, dans combien d'environnements différents, en 1 pour 1. Oublier les outils, tous ces outils qu'on a recueillis lors des premières évaluations à la faveur d'un événement de santé, on les met de côté. Et quand l'événement de santé est passé, des fois ça prend 6 mois avant de récupérer, on les oublie, on a oublié qu'ils existaient. Donc toujours aller regarder ce qu'on a. Et puis évidemment le turnover des professionnels, où là il faut trouver des solutions. Je laisse la parole à Pierre Chanceau. Merci beaucoup, Sandrine. Je remercie le comité d'organisation de me permettre de m'exprimer aujourd'hui. Je vais avoir un sujet un petit peu plus aride, qui est celui du maintien des exigences de formation des professionnels face aux tensions des ressources humaines. Ma présentation, après une très brève évocation de la Fondation, reviendra sur les parcours de transition et plus exactement sur les aspects qui ont retenu la réflexion de l'ensemble de la Fondation pour pouvoir imaginer des solutions. Je confronterai
cela à la situation RH des établissements, alors qu'il ne concerne pas que la Fondation John Bost, qui nous paraissent être une source de complexité croissante. Et ensuite, j'évoquerai l'enjeu de la formation des équipes de terrain en vous présentant le projet e-learning de la Fondation John Bost. La Fondation John Bost, créée en 1848, avec une vision novatrice, et nous ancrons nos conceptions dans cette vision portée par le fondateur, le pasteur John Bost. La Fondation John Bost sont 42 établissements ou services sanitaires ou médico-sociaux qui sont sur la façade atlantique, avec une petite incursion dans la région de Limoges et en Occitanie. 42 établissements avec plus de 2000 personnes accueillies. Les situations de polyhandicap représentent environ 300 personnes accueillies. Et nous avons 4 sites, dont le site historique qui est le site Vallée de la Dordogne. À cet aspect de fonctionnement en établissement, nous avons adjoint 3 autres structures. Tout d'abord, le centre de formation, qui est un centre qui propose des formations diplômantes, et à laquelle ce centre, nous y sommes très attachés et nous le développons actuellement. C'est un élément fondamental de la formation et qu'il faut bien sûr maintenir, et ce centre fonctionne bien. Nous avons également un laboratoire autonomie communication, donc centré sur les aspects de communication qui ont été très largement abordés. Mais j'insisterai sur un point, ce laboratoire autonomie communication a vocation également de mener des actions en situation de travail, des actions de formation, de réajustement, pour être plus dans le sillage des recommandations de bonnes pratiques. Et enfin, une fondation individualisée recherche sur laquelle, au sein de laquelle nous menons des recherches que nous souhaitons appliquer aux problématiques de terrain. Alors le passage adulte, je ne reviendrai pas sur les paroles expertes qui ont été prononcées depuis le début de ce colloque, mais évidemment, cette situation de double vulnérabilité, les handicaps, l'adolescence, à l'origine de risques de rupture à la fois des parcours de soins et des parcours éducatifs. J'insisterai aussi sur les risques de détresse psychologique qui sont parfois difficiles à mettre en évidence et qui nécessitent une expertise, je crois, particulière. Et puis après, les comorbidités, qu'elles soient somatiques ou psychiatriques. Nous avons, insisté dans notre réflexion pour dire que l'âge n'était pas le facteur déterminant de la transition. Bien entendu, on nous demande, lorsque l'on met en œuvre des organisations nouvelles, de borner par tranche d'âge, mais ce n'est pas si facile et la réflexion doit aller un petit peu plus loin. L'anticipation, la coordination des processus, la place essentielle des familles, évidemment, est un élément prépondérant. Enfin, la maturation cérébrale de l'enfant sévèrement handicapé, ce sont les ressources scientifiques qui peuvent et qui nous prouvent désormais de manière très claire que altéré, retardé, limité par une insuffisance de variété de simulation, cette maturation cérébrale se poursuit parfois jusqu'à l'âge de 25-30 ans, d'où l'importance de travailler les aspects de transition. Le point RH, c'est une vraie complexification pour nos établissements. 3 indicateurs que j'ai relevés dans la littérature, et notamment la CNSA et l'ANAP, le taux d'absentéisme, le taux de rotation et le taux de vacance de poste. Nous savons qu'entre 2017 et 2022, nous avons été confrontés à des aggravations majeures. Pour 2023, les chiffres qui nous sont donnés, c'est un petit espoir qui se dessine avec un taux de recul minime de l'absentéisme et de la rotation, mais peu significatif. Par contre, les taux de vacances de poste montrent une progression entre 2017 et 2023 qui est préoccupante. Si je vais un petit peu plus loin dans cette analyse, les établissements adultes sont plus impactés en termes de tension RH que les établissements enfants. Et nous posons la question de l'incidence sur les parcours de transition, avec notamment, vous voyez, tous les chiffres sont en faveur d'une aggravation dans les établissements adultes, que ce soit l'absentéisme, la vacance et le taux de présence, mais ce taux de rotation, il est encore plus marqué,
Et cela, évidemment, a un impact sur la formation ou le maintien de l'expertise. Alors, la réflexion menée au sein de la Fondation de John Bost, sur la base des constats que je viens de vous décrire, et partagée avec d'autres institutions, c'est la complexité, la multiplicité des parcours de la transition vers l'âge adulte. Ça, c'est une complexité supplémentaire qu'il faut prendre en charge et qui s'impose à nous. Parce qu'il y a des éléments scientifiques qui nous imposent de mener la réflexion jusqu'au bout avec opiniâtreté. Et enfin, les indicateurs que je viens de présenter, qui sont une source de fragilisation des savoir-faire. D'où renforcer la formation des professionnels. Et là, comme on le disait ce matin, nouvelle injonction paradoxale, des structures en difficulté pour organiser les prises en charge du quotidien, qui ne parviennent pas à libérer du temps pour des formations académiques, avec, pour nous, un constat de formation qui était réservé et des professionnels qui ne s'y présentent pas parce que des établissements en grande difficulté. Ces formations de qualité qui sont chronophages, qu'il faut maintenir coûte que coûte, nécessitent tout de même de réfléchir parce que nous voyons que nos professionnels sont insuffisamment formés et que cette proportion et qu'il y a une proportion croissante de professionnels qui ne maîtrisent pas les connaissances socles. Je ne parle pas des formations extrêmement précises qui peuvent être données, c'est les formations socles de base pour pouvoir intégrer un établissement sur ces connaissances. Et là, il y a un risque de clivage que nous avons observé au sein des équipes entre ceux qui sont dépositaires d'une vraie formation et qui n'arrivent pas à croiser les chemins d'autres professionnels peu formés et qui font valoir une dimension expérientielle non solidifiée par la formation. D'où on a été regarder ce qui se faisait en Suisse avec la formation Bubble Form, et qui est une formation médico-sociale en ligne. C'était pour nous un levier essentiel pour sécuriser la pratique. On est dans la sécurisation de la pratique, apporter une sécurité professionnelle, une sérénité professionnelle. Et 3 questions clés. Comment rassembler le plus grand nombre de collaborateurs autour d'une vision commune? Comment évaluer efficacement leurs acquis? Et comment favoriser l'autonomie des collaborateurs dans la réalisation de leur formation? Voilà les objectifs mesurés qui sont les nôtres et qui, encore une fois, ne remplacent pas des formations plus longues et de qualité. Donc, nous avons décidé de mettre en place un e-learning sous forme d'un outil numérique accessible au service de la transformation des pratiques professionnelles, induisant une nouvelle culture. Et l'objectif, c'est de faire face au turnover des professionnels et faciliter la montée en compétences s'appuyant sur des situations professionnelles concrètes. Des contenus qui sont soit à créer, soit déjà existants à scénariser, soit déjà existants et scénarisés que l'on utilise comme tels. Cette structuration du projet e-learning au sein de notre fondation a été matérialisée par le recrutement d'une chargée de formation e-learning qui a pour mission de structurer le projet de formation d'un point de vue pédagogique, technique et méthodologique. Et nous sommes en train de débuter la phase pilote en 2025. Un profil très spécifique, formation dans le e-learning et dans l'accompagnement, expérience dans la conception des formations et enfin, bonne connaissance du public accompagné. Voilà un petit peu les modèles qui se voient finalement très peu, croyez-moi sur parole. Proposition d'un parcours, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une séquence de formation avec des durées qui sont de 1 heure, 1h15, 1h30, et après qui peuvent ouvrir vers des formations plus structurées et plus approfondies. En conclusion, et je souhaite tenir le temps parce que Monsieur Carré est là et il est important qu'il puisse s'exprimer. En conclusion, je crois qu'il faut s'isoler des parcours personnalisés, former des professionnels au plus près des besoins du terrain, intégrer les progrès scientifiques dans les démarches de soins et d'accompagnement. Et cette maîtrise professionnelle est, je pense, source de qualité de vie au travail. Il y aura une réflexion à mener sur la structuration d'unités de transition à 15-25 ans, même si je crois que cette réflexion, en tout cas pour nous, est balbutiante. La question de la transition se posera aussi au niveau du vieillissement. Et enfin, la finalité de tout ça, de tout cela, de toutes ces organisations, ces mises en perspective, eh bien, je reprendrai simplement la très belle phrase du prix Nobel de littérature, Kenzaburo Oe, qui évoque son fils qui vit avec un handicap, préserver la délicate existence de ce qui est enfui au plus profond de lui. Je vous remercie.
vais monter un petit peu les micros. Donc bonjour à toutes et à tous, et je vais vous parler un petit peu de l'exemple de Joanne et de notre vécu. Mais en préambule, je vais apporter deux points avant de démarrer. Le premier, c'était pour ma femme et pour moi l'occasion de remercier tous les professionnels qui nous aident depuis 24 ans, qui aident Joanne au quotidien. Donc venir témoigner ici et donner un petit peu de temps et partager un peu d'expérience, c'est pas grand chose, mais c'est surtout une belle façon d'envoyer un petit peu l'ascenseur et de dire merci à tous et à toutes qui nous accompagnent. Et la deuxième chose, c'est que j'ai mis beaucoup de photos dans la présentation, parce que les images, ça parle plus que les grandes phrases. Donc je vais un petit peu commenter, bien sûr, et vous raconter des choses. Je peux être très bavard, mais les photos vont m'aider à être synthétique et faire passer le message. Donc l'histoire de Joanne, c'est l'histoire d'une enfant polyhandicapée, comme beaucoup connaissent, et on a vu des exemples ce matin, on voit, etc. Elle a une cytopathie mitochondriale, une mutation des mitochondries assez élevée, syndrome NARP pour ceux qui connaissent. Et son histoire s'est faite de cycles d'acquisition, de perte et de réacquisition. À chaque épisode important de fièvre, par exemple, pour la varicelle, il y a, par rapport à sa pathologie, des pertes d'acquisition. Quand elle était petite, elle tenait assise, ma femme serait là, elle disait maman. Et puis à chaque épisode fiévreux important, il y a des pertes à chaque fois, parce qu'il n'y a pas assez d'énergie pour faire face à tout. Donc ça c'est difficile, mais comme elle a un caractère fort, à chaque fois elle a réussi à réapprendre ce qu'elle avait perdu ou à apprendre de nouvelles choses. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'à l'occasion d'un épisode plus aigu que les autres, et à l'âge adulte, il y a eu aussi encore cette capacité de réacquisition. J'ai mis son âge et deux sœurs, ça c'était pour penser à vous dire deux choses. La première, c'est quand le diagnostic a été posé, elle avait 9 mois, un petit peu plus, au CHU à Bordeaux à Pellegrin. Au vu du taux de cellules qui étaient porteuses de la mutation, les médecins nous ont dit que son espérance de vie était très faible, 4 à 5 mois grand maximum, 4 à 5 ans, pardon, grand maximum. Et bon, on est très heureux pour elle comme pour nous qu'elle ait réussi à déjouer tout ça. Ça a été dit aussi ce matin, pas d'accompagnement psy au début, ça s'est fait un petit peu par la suite quand on est allé à l'écart, etc. Mais bon, on fait face du mieux qu'on peut. Et deux sœurs, c'est important aussi, parce que vous allez voir dans les photos qui sont juste après, Joanne, à l'arrivée de notre troisième enfant, Joanne est l'aînée, à l'arrivée d'Alix, sa dernière petite sœur, a toujours été attirée par les bébés et elle s'est mise à rechercher des stratégies pour rentrer en communication encore plus et pour partager le plus possible avec sa petite sœur. Donc à rire à toutes ces bêtises, mais aussi essayer d'aller vers elle, donc rouler sur elle, etc., tout un tas de choses. Et on a construit pas mal sur cette motivation-là. Ça a fait aussi beaucoup de bien à toute la famille. Donc vous voyez aussi sur la photo qu'elle est en train de nourrir son poupon, donc plutôt hyper laxe, elle faisait un peu ce qu'elle voulait avec les jambes, avec les deux bras. Et puis, bon, il y a eu différents épisodes, je l'ai dit, de perte et de réacquisition, mais pour aller vite, l'exemple le plus fort et qui amène à témoigner aujourd'hui, c'est celui de l'été 2023 avec une grosse décompensation et non pas décompression. J'ai revu mon vocabulaire, avec une occlusion intestinale très forte et tout un tas de complications derrière, 3 mois d'hospitalisation avec différents services en plein été, avec du manque de personnel, donc c'était très très compliqué. On était très présent avec ma femme pour essayer d'aider du mieux possible. La prise en charge du polyhandicap à l'hôpital, c'est compliqué. Et j'en profite aussi pour dire qu'il y a un vrai gap entre la prise en charge au pédiatrique, où ça fonctionne assez bien en réseau, et au passage adulte, où c'est vraiment en silo et c'est très très compliqué. Dans les complications, il y a eu un Covid à l'hôpital, il y a eu le retour de l'épilepsie, pas mal de choses comme ça. Et son médecin en éducation fonctionnelle nous disait à l'époque que pour les jeunes comme Joanne, être hospitalisé longtemps, c'était catastrophique, parce que c'était la perte de tout un tas d'acquis, de rester sans bouger, immobile, avec tout un tas de complications sur des durées si longues. Ça faisait beaucoup de dégâts, et effectivement, c'est le cas. Et les solutions par la suite, une fois que ça commence à aller mieux, ne sont pas adaptées au rythme et aux capacités de nos jeunes. Faire de la kiné intensive 2-3 heures par jour pendant 2 mois, comme on fait dans des centres de rééducation fonctionnelle classique, ce n'était pas adapté. Donc la bonne solution, et ça a été vraiment super pour elle, on va le voir, ça a été l'admission en soins de suite, donc à la rencontre, qui a été service qui a été évoqué tout à l'heure à l'ESAP, où là effectivement il y a un plateau technique avec kiné, ergo, etc. et surtout du temps.
pour lui donner le temps de récupérer et de faire les choses. Et voilà, ça c'était pas encore à l'ESAP, mais c'était pour montrer les premières choses qui avaient été faites un petit peu à l'hôpital. La première fois, on a réussi à la remettre dans le fauteuil, tant bien que mal, mais il y avait un kiné pour 3 étages sur l'été, il faisait ce qu'il pouvait, mais c'était très compliqué. Et nous, notre contribution aux parents, c'était plus les sorties dehors. On a toujours aimé les balades en extérieur, donc c'est très compliqué avec les perfs et tout le bazar, mais on a fait des balades le plus possible pour retrouver un petit peu le goût de la vie et de l'extérieur. Et puis arrivé à l'ESAP, bon, je l'ai dit, tout un tas de travaux très très pertinents, et on a vu énormément de progrès. Donc elle avait perdu la mobilité sur les 4 membres assez rapidement, merci, il faut garder du temps pour les questions. Assez rapidement, elle a récupéré le bras gauche, ce qui a permis de refaire tout un tas d'activités, désigner, communiquer, aider un petit peu comme elle pouvait et faire les câlins. Le port de tête aussi qui a été récupéré, ce qui a permis de refaire des déplacements en balade ou en véhicule un petit peu à la mesure de ce qu'elle pouvait, mais surtout qui a permis la sociabilisation, le retour, on va en parler après. Il y a toujours des choses qui sont en cours, un problème de bloc moteur sur les jambes, on va investiguer, d'autres récupérations qui viendront ou pas. Avant, elle était capable de se déplacer un petit peu avec son fauteuil, par les mains un petit peu, puis par les pieds en s'appuyant sur les obstacles. Elle mangeait par la bouche et elle buvait de l'eau gélifiée. Ça a été perdu, gastrostomie, et ça ne revient pas. La tubulure pour l'aspiration pendant des semaines et des mois dans le nez, dans la bouche, ça a traumatisé beaucoup. Les vocalises qui sont revenues, mais pas les mêmes. Et puis des choses qu'elle faisait avant sur la partie basse à aider au chant en levant les fesses, etc., qui ne sont pas revenues. Elle est passée de hypotonique à hypertendu, et c'est compliqué. Même pour nous qui avions l'habitude de la prendre en charge, il nous a fallu des mois et des mois pour réapprendre à s'en occuper. Mais regardez, voilà, encore une fois, les photos qui parlent bien, un petit peu de xylophone dehors dans les activités extérieures avec sa mamie, tenir le brin de mimosa au moment de la fête pour sa crémaillère, où on a fêté avec ses amis du centre où elle était avant en accueil de jour, son accueil à la Masse, parce qu'elle est passée de l'ESAP où elle a fait presque 1 an à la Masse, où il y a une place qui s'est libérée et elle a pu en bénéficier, c'était super, parce que du coup elle avait déjà fait sa période de transition, quelque part les équipes la connaissaient, les équipes transversales. Sur la partie réapprentissage social, donc c'est lié à la récupération physique de ce qui a été possible, et on la voit, elle a tenir la main de Juliette, une bonne copine, qui, ça c'est au moment de la fête des Galettes des Rois, je crois, avec les pairs, avec les proches bien sûr, tous les professionnels, les autres résidents, qu'ils soient polyhandicapés ou non polyhandicapés. On en a parlé un petit peu en aparté, mais effectivement pour les personnes plus psy qui sont aussi sur le centre, il se passe de jolies choses. Quand ils rentrent en relation avec les personnes polyhandicapées, ils apprennent les uns des autres, et ça c'était chouette découverte aussi. Bon, on en manquera un petit peu de temps, mais pas mal d'outils de communication non verbale qui sont en place, et d'autres nouveaux qui sont en train de se mettre en place. Mais je retiens aussi beaucoup tout ce qui est jeu et humour, a toujours eu beaucoup d'humour, et dès qu'elle peut le remettre en place en faisant des blagues, elle le fait. Oui, j'ai mis l'exemple de la Madeleine, ça c'est une jolie histoire à vous raconter vite fait aussi. On aime beaucoup se promener, Joanne et moi, sa maman aussi. Il y a un Leclerc à une demi-heure de balade, donc c'est un peu loin. À chaque fois qu'on dit aux équipes qu'on s'en va aussi loin, ils sont toujours un peu surpris, mais balade. Et je voulais remercier les équipes, donc j'avais acheté une fois un paquet de Madeleine Armor emballé, etc., pour remercier un peu les équipes. Et je sais que Joanne est capable de faire la distribution, donc elle a fait lentement à la main, à choisir à qui elle donnait, aux résidents comme au personnel. Et on l'a fait aussi pour les personnels administratifs. Et il s'est passé de très très jolies choses. Donc certains ont découvert qui était vraiment Joanne, que ce soit dans les personnels administratifs ou non administratifs, à voir ce qu'elle était capable de faire, et puis de choisir, de faire un sourire, d'avoir les remerciements. Du coup, ce jeu se refait pratiquement chaque semaine maintenant, avec des variations, des chocolats au moment de Noël, etc. Mais ça a ouvert le regard à pas mal de monde, et elle, ça l'a beaucoup valorisé. Donc d'un truc qui était un peu innocent au début, ça a eu beaucoup de vertus. Et voilà, on a mis cette jolie photo aussi pour que vous puissiez voir le sourire de Tony qui a signé son droit à l'image quelques jours avant, pour que je puisse vous montrer la photo, qui joue avec la Bossia, à la Bossia avec Johan. Ils sont très copains tous les deux. Il y a ma femme qui est sur le côté qui tient les balles. Et voilà, on est super content qu'elle ait pu effectivement à son rythme réapprendre des choses au niveau physique, et puis et que ça ait des impacts aussi au niveau social. Ouais, c'est un joli témoignage, c'est une belle histoire. Pour conclure, on l'a dit, des récupérations et de nouveaux apprentissages, c'est pas tout droit le chemin. Rien ne se ferait sans sa volonté et sa motivation, mais rien ne se ferait non plus sans le travail en équipe, pro, proche, etc. On a beaucoup parlé des pros, des proches, on n'a pas parlé de ceux qui sont un peu autour, les auxiliaires de vie par exemple, qui ont un rôle très important pour Joanne. Et puis un exemple aussi qui va vous faire sourire, mais qui est très significatif. Quand elle était petite, 9-10 ans, le chauffeur de taxi qui venait la chercher tous les jours pour l'amener au centre d'accueil de jour, lui envoyait le biseau, travaillait le biseau.
Et au bout de 9 mois, 10 mois, Johan a envoyé à son tour le bisou. C'est le chauffeur de taxi qui a amené ça. C'est génial. Donc montrer l'exemple, que ce soit les madeleines, le bisou, ce qu'on fait avec les uns les autres. Et puis oui, je termine en disant pas de dogme, que ce soit sur l'espérance de vie, sur le fait qu'on peut apprendre ou pas, une fois qu'on a dépassé les 6 ans, les 12 ans, les 18 ans, je sais pas. Et puis qu'effectivement, mais ça a été dit plein de fois, le travail en équipe, l'observation. Une des personnes à la rencontre, Léa, qui a montré à certains de ses collègues ce que Johan était capable de faire, et puis les autres se sont appropriés aussi ça. Donc voilà, c'est des jolies choses. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Bien, ben, merci beaucoup pour cette très belle présentation des allers-retours, des efforts et des progrès. Et puis la notion de l'humour, j'aime beaucoup la notion de l'humour. C'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'ils peuvent nous faire rire et qu'ils peuvent faire des blagues et qu'ils aiment bien rire aussi. C'est un élément fort. Alors, après ces remarquables présentations, parce que John Bost a toujours une force, c'est celle d'avoir une longueur d'avance. Et une longueur d'avance pour anticiper et repérer des modalités de travail pour surmonter les difficultés inhérentes à nos évolutions sociétales, politiques. Et ça, c'est vraiment un point fort. Ça veut dire que c'est pas la question de la gestion de la pénurie, mais il y a toujours forcément quelque chose à faire. J'ai toujours vu Catherine Réa nous trouver des solutions quand moi j'étais désespérée, mais dire mais si, il y a quelque chose à faire, on peut faire quelque chose. Et ça, je pense que c'est un point fort qu'il faut qu'on ait tous en tête, cette approche positive pour trouver des solutions, pour améliorer la situation. Je ne parle pas de vos autres présentations qui sont dans la continuité, le e-learning. Eh bien oui, il faut s'y mettre, mais en complément du reste, et avec des formations sur le terrain et avec de la rencontre humaine. C'est ce que vous avez dit et insisté, mais on a besoin aussi des nouvelles technologies. C'est très fort, c'est très clair. Des questions dans la salle ? Alors, je vais essayer de descendre sans faire une entorse. C'est pas évident. J'ai des fourmis dans les jambes. Je vous remercie. Justement, ma question se porte sur le e-learning. Au sein de nos collaborateurs, on a à peu près 40 établissements en Bretagne qui ont signé une convention de collaboration avec le pôle ressources, dont de nombreuses masses qui sont confrontées aux problématiques RH que vous avez très bien exposées. Et nombre d'entre elles sont gérées par des petits établissements, pas des établissements à la dimension de John Bost. Et nombre d'entre elles prennent en soin une partie seulement des personnes dont elles prennent en soin sont polyhandicapées. Donc tout ce qui est formation spécifique, alors on essaie de les accompagner dedans, mais c'est difficile. Ma question est la suivante. J'ai bien compris que vous êtes en début de phase pilote de ces modules de e-learning, mais est-ce que dans l'avenir, vous pensez que ces modules pourraient être éventuellement ouverts au-delà des portes des établissements John Bost? Vous m'entendez? Oui. Alors, je serais tenté de vous proposer de revenir l'année prochaine pour répondre à la question. Mais, en effet, dans la conjoncture actuelle, moi, je ne peux pas lire la pérennité de nos organisations sans qu'il y ait des dimensions de co-construction entre nos établissements et nos structures. Et donc, il est évident qu'il faudra trouver des moyens de communiquer sur des contenus. Moi, j'insiste sur les contenus. Il faut que les contenus soient des contenus scientifiquement éprouvés également par le terrain, c'est-à-dire ce qui se fait de judicieux
en tout point de l'Hexagone et peut-être même en Europe doit pouvoir être proposée à tous nos établissements. Donc ma question, en regard de la sensibilité qui est la mienne, c'est oui, il faut qu'on arrive à partager. Merci Dominique Crunel. Donc moi c'est pas une question, c'est déjà je voudrais vous remercier parce que je travaille depuis longtemps avec la fondation John Bost. J'ai appris déjà aussi beaucoup de choses dans les premières années où j'ai eu l'occasion de vous rencontrer. Et puis à la rencontre, je ne peux que vous féliciter du travail qui a été engagé. Et je pense que si les résultats ont été aussi intéressants, c'est parce que vous y êtes vraiment tous impliqués. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Hein. Médecins, chefs de service, l'ensemble des professionnels. Et là, je pense que voilà, on a toutes les cartes pour que ça fonctionne. Et ça, vous nous l'avez bien prouvé. Et puis évidemment, les parents que vous impliquez très largement. Voilà, et puis je voulais juste passer une petite information parce que je ne suis pas sûre que tout le monde le connaisse. On a évoqué la notion de rupture de parcours. Et avec Isaac francophone, j'avais créé avec la présidente ce qu'on appelle un réseau social dédié qui s'appelle MaWebcom, qui a l'avantage d'être gratuit. Donc vous allez sur le site Isaac francophone, vous téléchargez MaWebcom. Et donc c'est pour toute personne qui présente un handicap de communication, donc quelle qu'elle soit et quelle que soit la gravité de ce handicap de communication. Et ça permet de reprendre un petit peu l'histoire de vie de la personne, ses outils de communication, comment ont-ils évolué, plus un petit peu tous les points de vigilance et puis les caractéristiques donc, générales de son parcours. Donc c'est le moyen d'avoir une trace numérique, voilà, avec d'autres dimensions. J'ai mis par exemple tous mes outils sur le quotidien, enfin on y trouve pas mal de choses. C'est gratuit. Isaac francophone. Merci beaucoup. Il y a une question au fond de la salle, je crois. Derrière le poteau. Oui, merci. Moi, je suis parent. J'écoutais attentivement votre message, enfin votre présentation sur le e-learning, et je me posais la question suivante. Compte tenu du gap entre les générations anciennes, telles que la mienne, avec les requis de compétences que nous pouvions attendre, et aujourd'hui, les jeunes générations, il y a un tel gap de société, de connaissances, de compétences. Est-ce que vous utilisez les outils, les réseaux sociaux tels que TikTok? La question, c'est comment faire pour accueillir, motiver les professionnels qu'on voudrait voir venir dans nos établissements. Je vois que les réseaux TikTok et compagnie sont extrêmement actifs. Est-ce que c'est utilisé? J'ai l'impression qu'il faut faire des petites choses pour amuser, donner envie de venir, etc. etc. Alors c'est une question comme ça. Qui veut répondre? Je pense que tout le monde peut répondre dans notre... Mais ce que je voudrais dire, c'est que d'une part, il y a le e-learning, qui est un aspect qui doit être extrêmement structuré parce que le message, il engage la cohérence des soins et de la dimension d'accompagnement. Et puis, il y a les méthodes de communication de structures comme les nôtres. Là, nous avons aussi parallèlement, j'en ai pas parlé parce que ce n'était pas le thème, mais revu l'organisation de notre service communication. Et je suis comme vous, madame, je suis surpris des idées qu'il nous propose pour rajeunir un petit peu notre communication et pour parler plus clair et de manière plus appropriée. Donc c'est en cours actuellement. Mais moi qui suis un petit peu sur les réseaux, en tout cas, on est déjà sur Facebook, sur Instagram, enfin, et paraît toutes les superbes initiatives qui
qui anime la fondation sur plein d'événements sportifs, culturels, etc. Donc oui, c'est quand même un moyen déjà. On n'est pas sur TikTok à ma connaissance, mais en tout cas, c'est déjà un moyen d'être visible. Et je me permets, j'ai juste envie de réagir aussi. Je pense que je suis éducatrice spécialisée et je pense que pour donner envie à d'autres professionnels de nous rejoindre, parce que c'est sûr que le médico-social, on est en manque de professionnels. Je pense que parfois, ce n'est pas les vocations qui manquent, mais c'est une question aussi de salaire. Parce qu'aujourd'hui, faire ce métier-là, c'est un choix presque politique, parce qu'on est très mal payé par rapport à notre travail. Donc, c'est vraiment un choix de vie, en fait. Ça veut dire qu'on choisit faire un métier qui a du sens au-delà de gagner des sous. Et heureusement qu'il y en a plusieurs qui font ce choix-là, mais tout comme nos confrères et consoeurs infirmières, aides-soignants, AMP, enseignants, kinés, tout ça, je pense qu'il y a vraiment un vrai souci de reconnaissance, mais plus au niveau du gouvernement. Et je pense que les structures dans lesquelles on travaille, au contraire, sont plutôt arrangeants de ce que j'ai pu voir, parce que justement, il y a une vraie recherche de fidéliser les professionnels du médico-social, parce qu'on peut très facilement trouver du travail ailleurs, donc autant tout faire pour nous garder et nous chouchouter. Et concernant les réseaux sociaux, pour donner un petit exemple dans ma structure, pour tout ce qui va être des nouvelles technologies, notamment en matière de communication, les tablettes, l'eye tracking, le logiciel MindExpress, etc., c'est plutôt ma collègue ergothérapeute qui se forme régulièrement et qui, en l'occurrence, ne fait pas partie de ma génération. Mais c'est plutôt elle qui va m'apprendre dans ce sens-là, parce qu'il y a une vraie demande de formation. Donc, je pense que les outils technologiques sont aussi faits pour être ergo, en fait. Donc, je pense que c'est important aussi de le dire. Merci, on est tous d'accord, quelque part. J'ai peut-être une dernière question. C'est plus un truc qui est astuce, en fait. D'abord, je suis Éric Leuillet, psychologue dans 3 établissements autour de Chartres, de l'ADAPI 28, qui accueille des enfants polyhandicapés. Le EAP Madame de Montchalin-les-Buissonniers et le EAP Le Haume des Prés à Bonneval, depuis 25 ans, avec les enfants polyhandicapés, adolescents, jeunes adultes. Dernièrement, on a vécu ce que vous avez... J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur la fracture entre ceux qui sont formés et ceux qui arrivent qui ne le sont pas. On a eu un manque important de personnel, pour ne pas dire autre chose, dans l'internat, au fin fond de la campagne, où personne ne veut venir. Et il a fallu qu'on réfléchisse à des trucs et astuces à un moment donné. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir, quand les personnes de remplacement arrivent, en fait, elles sont là, elles doivent prendre tout de suite leur travail en main. Elles doivent rentrer en apprentissage très rapidement. Alors, on s'est dit, tiens, et ça répond à la question TikTok, en fait. Eh ben, on a fait du TikTok, on a tenté. Alors, ça marchouille parce qu'il faut une dynamique derrière, mais ça relance ce qu'on a fait là. On a mis psychomotricienne et psychologue, et puis les éduques vont s'y mettre aussi. On va tous y aller maintenant, davantage. On a fait des petites vidéos TikTok, façon TikTok, en fait, mais pas sur TikTok. On s'est dit, tiens, quand quelqu'un arrive, il faut rapidement prendre en connaissance de plein de choses. Et l'essentiel, en fait, il faut le résumer sur un quart d'heure. On va dire, ils ont un quart d'heure avant de prendre leur... Voilà, un quart d'heure, c'est déjà beaucoup quand on leur laisse prendre un quart d'heure en arrivant, qu'ils doivent remplacer quelqu'un sur une journée, 2 jours, 3 jours. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris... on s'est filmé. Et pendant 1 minute, 1 minute et demie maximum, on a fait, avec un ton TikTok, vieux comme je suis, jeune comme sont mes collègues, on a fait « Hey, bienvenue au Haume des Prés. Alors ici, pour communiquer, on se sert de... » Et donc, on a montré rapidement ce qu'on fait. « Hey, bienvenue au Haume des Prés. Alors ici, pour mettre des chaussures orthopédiques, on réinitialise la jambe avant, on redescend, etc. » Et en fait, pendant 1 minute et demie, on a filmé, on a mis ça sur des clés USB. Je lui ai acheté des pompons extraordinaires qui font des... Voilà. Et on les a donnés à chaque groupe, et on s'est dit qu'à chaque personne qui allait arriver, on allait filer les clés, ils allaient se mettre sur un ordinateur pendant un quart d'heure, et puis ils allaient regarder ça. Alors, ça a marchouillé, parce qu'après, il faut mettre dans une dynamique. Mais en tout cas, l'idée, je reviens à ce que j'ai dit hier, c'est que je crois qu'on a tous intérêt, et encore une fois, on a bien vu aussi avec les parents tout à l'heure, c'est aller vers.
aller vers. Là, on nous dit, voilà la société comment elle est, aller vers. Les gens, ils apprennent, en 1 minute et demie, il faut que ça passe. Au bout de 2 minutes, ils en ont marre de regarder quelque chose. Comment attirer l'attention? Donc, c'est pas en se disant, on va faire des longues formations rapidement pour des gens qui restent une journée, il faut qu'on trouve des trucs courts, rapides et motivants et rigolos, si possible, parce que pour le coup, il faut essayer de faire ça. Alors, c'est juste une proposition, et pourquoi pas, et elle est transposable, ou je suis prêt à regarder toutes les vidéos pour rigoler un petit peu ceux qui vont le faire. Mais voilà une proposition rapide, et en un quart d'heure, les personnes sont attirées par un propos, peut-être, et peut-être qu'ils vont regarder quelque chose. Voilà. Bien. Merci beaucoup.